Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Les sanglots longs des violons, effectivement, pour accompagner cette très très belle cérémonie avec chœur, pour évidemment à la mémoire, aux obsèques plutôt de Jacques Chirac, avec tout le monde, un monde effectivement des chefs d'État, des politiques, tout le monde est là pour rendre hommage au président de la République. Il a été pendant 12 ans d'affilée. Michel Vinocq, j'ai envie de vous poser une question, parce qu'on a parlé. Est-ce que Jacques Chirac était gaulliste, puisqu'il se revendiquait, lui, il était le RPR, il était fondateur du RPR. Est-ce qu'il était gaulliste, selon vous ? Certainement, mais pas complètement. Ah bon ? Je m'explique. Oui. D'abord, il a été avant tout le poulain de Georges Pompidou, qui l'appelait son bulldozer. Bon. C'est vrai. Et qui le chérissait beaucoup, qui lui a mis le pied à l'étrier, véritablement. Donc, il se réclame plus de Pompidou que de Gaulle. Mais évidemment, il fait partie de la famille gaulliste. Bien sûr. On dira, c'est les Anglais qui ont trouvé le mot les premiers, qu'il était un néo-gaulliste. Alors, en quoi il n'est pas gaulliste ? Eh bien, je crois que la première chose à observer, c'est que Chirac a été par 2 fois l'acteur de ce qu'on a appelé la cohabitation. Et ça, ce n'était vraiment pas... C'est vrai, c'était pas de gaulliste. Dans le projet du général de Gaulle. Alors la première fois, c'était comme, vous le savez, comme président du Conseil, comme Premier ministre, pardon, et ensuite comme président, après la dissolution en 97, n'est-ce pas, de l'Assemblée. Oui, alors, Jospin devenait Premier ministre. Oui, voilà. Alors il est gaulliste, certainement, lorsqu'il arrive en 95, une des premières décisions qu'il prend, c'est de faire les derniers essais nucléaire, n'est-ce pas ? On le lui a beaucoup reproché. Oui. Mais là, il avait une attitude assez gaullienne, n'est-ce pas, en disant « Moi, je m'occupe de la défense de la France, ces essais sont nécessaires, après quoi, on arrêtera tout, mais il faut que je les fasse. » Mais en même temps, il supprime le service militaire. Alors, enfin, oui, en même temps, oui, quand même. Oui, mais ça, ce n'est pas forcément anti-gaulliste, anti-gaullien. Pourquoi ? Parce que De Gaulle a écrit un L'armée livre de métier. Vers l'armée de métier. Absolument. Et que, alors, on peut discuter, et Dieu sait si on a discuté cette mesure, parce que d'un point de vue démocratique, c'était choquant, mais d'un autre côté, l'armée n'était plus... dans les années à la fin du XXe siècle, n'était plus du tout apte à remplir les missions qui lui incombaient. Il fallait moderniser cette armée. Mais on peut regretter simplement, mais c'est un autre sujet, que c'était une manière de quand même de rassembler, d'assimiler, etc. Tout à fait. Et ça, c'est un peu dommage. C'est ce que j'ai dit, du point de vue démocratique, ça se discute, parce que c'était tout de même un brassage. Remarquez que à la fin, c'était plus du tout un brassage. Il y avait les pistons, il y avait ceux qui en étaient dispensés, etc. Et je suis pas sûr absolument que les jeunes ouvriers apprentis retrouvaient pas dans la même chambrée les bourgeois, les fils de bourgeois. Bon, en tout cas, ça, c'était pas forcément anti-gaulliste, et même, je dirais, ça allait dans le sens des idées stratégiques du général de Gaulle. Là où on peut discuter son gaullisme, c'est sur l'Europe. Alors au début, oui, il prend l'attitude, l'appel de Cochin, 78. Cette Europe passoire dans laquelle la France va être dissoute. Voilà. Donc le refus d'un pouvoir supranational, etc. Oui, mais il change d'avis, puisqu'il va être contre ses troupes, d'ailleurs, le partisan du traité de Maastricht. Absolument. Donc vous voyez, son gaullisme, il est... à géométrie variable, on peut dire ça. Oui, je crois. Alors, évidemment, il y a tout de même ce sens de l'État. Il a un sens de l'État, de l'autorité de l'État, qui est proprement gaulliste. Et puis, en politique extérieure, il a quand même les idées du général de Gaulle. C'est-à-dire le multilatéralisme, le refus de l'hégémonie d'un super grand, parce que à l'époque de Gaulle, il y en avait encore 2, mais maintenant, il n'y en a plus qu'un. Ça, c'est l'hégémonie américaine. Et de ce point de vue, il résiste, on l'a vu
en 2003 avec la question de la guerre d'Irak. Et effectivement, on l'a vu avec la question de la guerre d'Irak, on l'a vu à Jérusalem quand il disait let me go, etc. Et je voudrais rappeler juste, vous savez que le premier article, grand article sur lui, est paru en 1967 par la plume de Georges Suffert à l'Express, et c'était intitulé Le samouraï de Corrèze. Ouais. C'était un... Est-ce qu'on a la Corrèze, Jean-Marie ? Eh bien, justement, on va partir en Corrèze alors que juste l'hommage à Jacques Chirac se poursuit à l'église Saint-Sulpice de Paris, direction la Corrèze, devant le conseil départemental de la Corrèze où on retrouve notre correspondante Sud Radio, Christine Bouillot. L'émotion est aussi présente en Corrèze, Christine. Oui, et l'émotion partout, je vous dirais. Alors, c'était déjà le cas depuis l'annonce du décès de Jacques Chirac, comme cette foule ininterrompue de personnes, d'anonymes, de Corréziens, mais pas que, qui se rendent régulièrement et tout au long de la journée sur le site du musée de Jacques Chirac à Saran, son fief électoral. Et puis, tout à l'heure, il y a une petite demi-heure maintenant, ici à l'hôtel du département de Tulle, à l'hôtel départemental, une petite cérémonie était organisée avec tous les personnels du conseil départemental, mais également des élus et des anonymes aussi. Tout le monde était invité à venir assister à la retransmission sur écran géant de la cérémonie qui se déroule en ce moment à l'église Saint-Louis des Invalides. Saint-Sulpice, oui, tout à fait. Saint-Sulpice, absolument. Donc, le vice-président du conseil départemental a lu un court discours pour saluer la mémoire de Jacques Chirac, le Corrézien. La Corrèze vous doit tant, a-t-il dit, ne serait-ce que le désenclavement de ce département. Et puis ensuite, on a vu pendant plus d'une minute toutes ces personnes, à peu près 300 à 400 personnes, qui se sont levées et qui ont applaudi une photo de Jacques Chirac avec marqué un immense merci. Cette minute qui a précédé la minute de silence était très très lourde et chargée en émotions. On a vu des larmes sur les visages. Certaines personnes n'arrivaient pas à prendre la parole. Donc, je peux vous dire qu'en Corrèze, depuis quelques jours maintenant que je suis ici, les Corréziens ont perdu l'un des leurs. L'un d'eux me disait, la Corrèze est aujourd'hui orpheline. C'est dire si le département aura du mal à tourner la page de l'époque Chirac. Christine Bouillot, c'est intéressant ce que vous dites, cette formulation, parce que quand De Gaulle est mort, Pompidou, à la télévision, a dit « Le général De Gaulle est mort, la France est veuve ». Et là, vous dites « La Corrèze est veuve ». C'est... Absolument. Et plusieurs personnes de tous bords d'ailleurs, même ceux qui sont corréziens et qui n'ont pas voté pour lui, qui n'étaient pas de la même couleur politique que Jacques Chirac, ont salué, je dirais, je crois qu'ils devaient connaître, pour être ici depuis quelques jours, connaître chacun des Corréziens. C'est ça aussi qui a marqué tout le monde, a un rapport avec Jacques Chirac, de près ou de loin, et il connaissait tous les membres d'une famille, il avait une mémoire phénoménale des noms et des familles, donc à chaque fois qu'il descendait ici. Et puis à l'instant, je discutais avec l'ancien directeur de la sécurité du département de la Corrèze, qui a bien connu Jacques Chirac parce qu'il assurait sa sécurité à chaque fois qu'il redescendait. Il me disait, il ne supportait pas un seul service de sécurité. D'ailleurs, il n'y en avait quasiment plus. À la fin, il y a eu 2 épisodes où il a fallu resserrer le dispositif. C'est lors de la visite du président chinois et lors du concert de Johnny Hallyday qu'il avait organisé en Corrèze. Là, il dit, ça dépassait effectivement mes compétences, mais à chaque fois qu'il descendait, il descendait de son avion et il serrait la main absolument à tout le monde. Et ensuite, il voulait être libre de ses mouvements. Donc, c'est plus au-delà de l'homme politique, c'est l'homme de terrain, l'homme du terroir que les Corréziens voient partir aujourd'hui avec une infinie tristesse. Merci Christine Bouillot, merci. Dites-moi, Michel Vinocq, on revient aux catégories politiques. Vous savez que la Corrèze il y a eu à la fin, il y a eu François Hollande à la fin, en tout cas l'an dernier, mais il y a eu Henri Queuille. Et on disait beaucoup de Chirac qu'il avait un côté Ratsoc, radical socialiste. Oui, certainement. Il l'avait, selon vous ? Oui, certainement. Alors, tout à l'heure, on se demandait, est-ce que Jacques Chirac était gaulliste ? Maintenant, on pourrait se demander, est-ce que Jacques Chirac était de gauche ? C'est une question intéressante, non ? Oui, absolument. Bon, alors, je vous la pose, alors, vous l'avez posée vous-même. Alors, certains lui ont reproché. D'abord, dans sa jeunesse, vous savez, il avait 17-18 ans. Il avait signé le manifeste l'appel de Stockholm. L'appel de Stockholm, absolument. Et il a vendu quelquefois l'Humanité dimanche, ce qui a fait qu'il a été consigné par les renseignements généraux, n'est-ce pas ? Il a été fiché par les renseignements généraux à ce moment-là. Non, rappelons quand même quelques faits. Pourquoi peut-il, sans être de gauche, il a dit qu'il n'était pas de droite, mais enfin, il a obtenu les sympathies de la gauche à un certain nombre de moments. Rappelons-nous le vote de l'IVG
où la majorité qu'il représente est contre. Oui. Grâce aux voix de gauche que l'IVG, on va sur l'IVG est passé. Et lui est sur la ligne de Simone Veil, par conséquent. Ensuite, il y a eu évidemment sa campagne de 95 sur le thème de la fracture sociale, où il se montrait désireux de réduire cette inégalité sociale, ces inégalités sociales. Rappelons-nous qu'en 81, il vote l'abolition de la peine de mort. Exact. Effectivement, ça fait partie de ces nombreux aspects absolument. de l'insaisissable carrière de Jacques Chirac. Tout de suite, Sud Radio, direction l'église Saint-Sulpice à Paris précisément. On écoute Monseigneur Michel Aupetit, l'archevêque de Paris. Et antique de l'Église, de prier avec bienveillance et dans l'espérance pour ceux qui nous gouvernent. Si nous prions pour tous ceux qui sont chargés de nous diriger, c'est parce qu'ils ont la responsabilité du bien commun, c'est-à-dire de chacune des personnes et de l'ensemble de la communauté, afin que tous puissent atteindre leur plein épanouissement. Ce n'est donc pas une prière facultative pour nous, c'est une obligation qui tient à l'amour du prochain. Nous le savons aussi, le bien commun n'est pas l'intérêt général, car l'intérêt général peut supporter le sacrifice et l'oubli des plus faibles. Le président Jacques Chirac, sans doute vous en souvient-il, avait axé sa campagne de 1995 sur le thème de la fracture sociale, portant ainsi son regard sur ceux qui restent sur le bord de la route. La fracture sociale est un mal qu'il est sans doute difficile de traiter puisqu'aujourd'hui encore, certains se ressentent comme exclus. Un des rôles de l'Église est de construire la fraternité. Cette fraternité qui constitue l'un des 3 piliers de notre République. C'est Michel Aupetit que vous entendez, l'archevêque de Paris, qui préside le service solennel en hommage à Jacques Chirac. Tous les grands de ce monde sont présents, y compris ceux qui étaient aux affaires. À l'époque du président Chirac, on a pu apercevoir Vladimir Poutine, Bill Clinton, l'américain, l'allemand Gerhard Schröder. Il y a aussi toute la famille de Jacques Chirac, à une exception, c'est important de le noter, son épouse Bernadette Chirac, qui n'a pas pu être présente à cet hommage. L'édition spéciale se poursuit sur Sud Radio. Nous revenons dans quelques instants en compagnie d'André Berkoff et de son invité, l'historien Michel Vinocq. À tout de suite sur Sud Radio. Berkoff dans tous ses états. Et oui, et nous suivons toujours la cérémonie, les obsèques de Jacques Chirac en l'église Saint-Sulpice et Monseigneur Aupetit, l'archevêque de Paris, qui fait son discours. Et nous sommes en compagnie de Michel Vinocq, historien, professeur émérite à l'Institut d'études politiques de Paris, qui vient de faire paraître un ouvrage sur Charles de Gaulle, un rebelle habité par l'histoire, dans la collection Ces hommes qui ont fait la France, une très belle collection de chez Gallimard, et puis qui a dirigé une série d'historiens, un bouquin passionnant aussi, Les figures de proue de la gauche depuis 1789. Jacques Chirac n'est pas une figure de proue de la gauche, mais encore que. Michel Vinocq, effectivement, c'est intéressant parce que on se souvient tous de ce discours de Jacques Chirac qui disait, vous savez, le bruit et les odeurs, et il disait, surtout on a retenu les bruits et les odeurs, il disait, mais comment voulez-vous qu'un prolétaire français, qu'un ouvrier français ne s'émeuve pas quand il y a à côté de lui une famille avec 4 femmes, 15 enfants, qui touchent la CAF, etc., etc. Il a fait un discours très dur à l'époque. Et puis, la plateforme du RPR de 1990, il y avait Alain Juppé et tout ça, qui était extrêmement dur sur l'immigration. Et en même temps, aujourd'hui, on n'est plus du tout là. Est-ce que Chirac et Font, il oscillait quoi entre ce qu'il sentait du peuple, parce que quelque part peut-être, ou bien au fond, il poursuivait une même ligne. Et c'est là, on a posé la question du grand dessein, mais même, est-ce qu'il avait une ligne ? Justement, c'est la question. On note ces variations, tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt au centre. C'est difficile de discerner une véritable ligne, une ligne principale. Alors, l'histoire du discours sur les odeurs et sur le reste... Je crois qu'il est profondément opportuniste, électoraliste. Vous savez, c'est le moment où le Front National remporte des grands succès,
que, par conséquent, la droite s'inquiète beaucoup. Mitterrand a tout fait pour diviser cette droite C'est clair. a avantagé avec le scrutin proportionnel l'arrivée en force des... Alors, devant ce danger, évidemment... le RPR qu'il vient de fonder et qu'il a fondé a des principes, des déclarations, des articles de programme qui sont franchement de droite dure, de droite extrême, mais ça ressemble si peu à la personnalité de Jacques Chirac, si peu. Tout de même, c'est, je dirais alors là, de tous les chefs d'État qu'on a pu avoir, l'homme le plus ouvert à la planète, au monde, à toutes les civilisations. C'est vrai. Les arts premiers, quand même, les arts qui est premiers, branli et aujourd'hui. le musée qui porte aujourd'hui son nom l'atteste ô combien. Et dans le sumo. Le sumo, là. Et puis l'attention qu'il a à tous les gens, regardez, on n'en parle peut-être pas assez, mais l'attention qu'il porte aux handicapés. La façon dont il se rend auprès d'eux et il leur tient la main. Il a été marqué aussi par la maladie de sa fille. Exactement. Laurence. Chirac est une âme sensible. Alors, c'est un de ces contrastes de sa personnalité parce que il a l'allure d'un hussard, d'un cavalier, d'un homme autoritaire. Vous savez, au début de sa carrière, la gauche l'appelait le facho. Chirac. Facho Chirac, c'est vrai. Et en fait, on le disait tout à l'heure, il était plutôt radical socialiste que fasciste. Donc c'est une personnalité assez secrète, mais je crois que il ne sait pas toujours très bien quelle est sa ligne. Il se cherche lui-même. Et puis il y a, Michel Vinocq, et vous le savez, la recherche. Il a besoin du père. D'abord, son père a beaucoup compté pour lui, Abel Chirac. Et puis, il y a eu les pères ou les mères, enfin, il y a eu Marie-France Juillet, et Marie-France Garot. Mais il les a tués. Il les a tués après. Au début, c'était eux qui étaient à la manœuvre. Ensuite, quand même, Balladur l'avait bluffé pendant un moment. Oui, mais on ne peut pas dire exactement que c'était le père. Mais enfin, il l'impressionnait par sa culture, etc. Alors, oui, personnalité étonnante, n'est-ce pas, que sous le masque de l'autorité, il y a une âme sensible. Voilà, ça c'est frappant. Alors dans son rapport avec tous les Français, son aptitude vraiment, et c'est pas de la frime. C'est pas, vous savez, comme tous les hommes politiques qui vont dans les foules, qui serrent des mains. Non, lui, il est sincère. Il est sincère. Il est profondément sincère. Et c'est pourquoi il jouit d'une popularité aujourd'hui considérable, beaucoup plus que sur son œuvre de président. Même s'il y a 2 ou 3 points très forts dans cette œuvre de président, on a rappelé le discours de Villepin en 2003, sa résistance, par conséquent, à l'hégémonie américaine, et d'autre part, il y a eu ce discours qui a étonné, à peine était-il élu, que pendant l'été 1995, il rappelle à l'occasion de l'anniversaire de la rafle du Veldiv les responsabilités de l'État français. Ça a été très controversé, mais il est allé jusqu'au bout. Controversé, pourquoi ? Parce que les gaullistes, notamment, pouvaient dire... Mais la France, c'était pas Vichy, elle était à Londres. Elle était à Londres, bien sûr. Oui, bien sûr. N'empêche, l'État français était reconnu par les autres États. Il existait, c'était la France. Non, c'est vrai qu'il est allé. C'est pour ça que ceux qui disent oui, il a été un roi fainéant. Non. Il a eu de très beaux réveils, ou en tout cas de très beaux sursauts, si on reste dans cette image. Certainement. Mais est-ce qu'il a bâti quelque chose ? On va en parler. Jean-Marie, on est à... Eh bien, le service solennel se poursuit. André Berkoff, en ce moment, vous avez le pianiste franco-israélien, Daniel Barenboim, qui joue du Schubert, moment d'émotion en ce moment, à l'église Saint-Sulpice à Paris.
Quant à la famille de Jacques Chirac, elle est évidemment toujours présente. On l'a dit, hein, Claude Chirac, sa fille, présente avec son époux. On a vu aussi beaucoup de Chiraciens, y compris des Chiraciens de la Macronie, André Berkoff, Jean-Paul Delevoye par exemple, qui est aujourd'hui au secrétaire aux retraites. On en a vu d'autres également, le député de Paris, Hugues Rançon, qui a été candidat au municipal à Paris. Dans quelques minutes, André Berkoff, on retournera en Corrèze, retrouver notre correspondante Sud Radio, Christine Bouillot, devant le conseil départemental de la Corrèze. Je voulais dire aussi que Daniel Barenboim a été le choix d'Emmanuel Macron. Et effectivement, jouer du Chopin, là, Schubert, pardon. Oui. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il a été un grand interprète de Chopin également, Daniel Barenboim. Juste un mot, Michel Vinocq. Est-ce que, quand même, Chirac, en fait, il y avait ce côté, l'art d'être français. Il y avait ce côté, la bonne bouffe, le bon vin, la bière, les bonnes choses roboratives, quoi. Oh, mais plus que ça, c'est-à-dire que dans ce domaine-là, il battait des records. Sous les yeux de son épouse épouvantée, il pouvait, lors d'un repas même officiel, reprendre 3-4 fois du plat principal. Il paraît qu'il pouvait faire 2 dîners. Tout à fait. Non, et alors, quand on regarde ses photos, on ne le voit pas comme un gros bonhomme, pas du tout, n'est-ce pas? C'est qu'il avait une telle énergie à dépenser qu'il pouvait effectivement avaler des verres de bière, en veux-tu, en voilà. Et c'était, comme on l'a dit, un ripailleur. Et je crois que les Français aiment bien ce côté-là. Bien sûr. Ça les rapproche de lui. Il était profondément humain. Et on pouvait s'identifier par conséquent. Oui, et il était du temps, en fait, Michel Vinocq, vous m'inspirez ça, où on disait pas, faut pas manger, faut pas boire, faut faire attention à ceci, etc., etc. Voilà. Il mangeait pas que des pommes, lui. Il aimait bien manger des pommes, mais il ne mangeait pas que des pommes. C'est vrai. Non, mais Chirac, c'est peut-être le dernier président avant la chape de plomb du correct, tous les corrects. Oui, voilà, en fait. Voilà. Alors, il y a aussi un autre aspect qui est très intéressant chez lui, c'est sa pudeur. Parce que cet homme qui était extrêmement cultivé et érudit même en ce qui concernait l'Asie particulièrement, cet homme-là qui goûtait la poésie, etc., eh bien, il voulait se faire passer un petit peu pour un rustre qui aimait surtout la musique militaire. Et alors, Françoise Giroud a eu ce mot que je trouve vraiment magnifique. Chirac, c'est le gars qui lit un poème en cachette derrière une couverture de Playboy. Playboy, très bien. C'était assez joliment trouvé, en tout cas, comme camouflage. Quoi qu'il en soit, restez avec nous sur Sud Radio. Nous sommes toujours en édition spéciale en compagnie d'André Berkoff et de son invité, l'historien Michel Vinocq. L'hommage se poursuit, évidemment, à l'église Saint-Sulpice à Paris. On ira faire un tour en Corrèze dans quelques secondes. Retrouver notre correspondante Sud Radio, Christine Bouillot, qui est en compagnie de Corréziens, qui sont évidemment très émus en ce moment même. Et elle sera notamment avec un invité qui a extrêmement bien connu, Jacques Chirac. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. D'une longueur monotone. Sud Radio. Berkoff dans tous ses états. Et oui, et la France dans tous ses états qui célèbre effectivement les obsèques de Jacques Chirac. Et je suis avec Michel Vinocq et nous sommes avec nos correspondants évidemment un peu partout, avec Jean-Marie Bordry. Michel Vinocq, juste un mot, je rappelle quand même que vous n'êtes pas seulement professeur à l'Institut d'études politiques et historien, vous avez écrit une très belle biographie de Clémenceau, de Madame de Staël, de Flaubert et François Mitterrand notamment. Tout de suite, direction la Corrèze, André Berkoff, puisque nous retrouvons à nouveau notre correspondante Sud Radio, Christine Bouillot, juste devant le conseil départemental de la Corrèze. Christine, des anonymes dans la foule et aussi des Corréziens qui ont connu Jacques Chirac. Oui, parce que je me trouve exactement dans la grande salle où est retransmis, vous l'entendez sans doute derrière moi sur écran géant, cette cérémonie où assistent donc des anonymes, vous l'avez dit, mais aussi des Corréziens, des élus qui ont très très bien connu Jacques Chirac, le Corrézien. Et on est avec nous, et on le remercie, c'est Jean-Jacques Delpech. Bonjour Monsieur Delpech. Bonjour. Et vous êtes conseiller départemental de Corrèze aujourd'hui. Et vous m'avez dit, Jacques Chirac, je l'ai connu en 2001. C'était vraiment on va dire le père de tous ces Corréziens finalement.
Oui, le père des Corésiens, et nous n'hésitons pas à nous prendre pour des bébés Chirac, qui nous étions, nous, de son côté idéologiquement, bien sûr, mais c'était le patron des Corésiens, de tous les Corésiens. Je peux vous expliquer qu'en Haute-Corrèze, où les cantons qui votaient bien à gauche n'ont pas hésité plus tard à voter pour Chirac, puisque c'était vraiment l'homme au service de tous. C'était quelqu'un qui connaissait tout le monde. On a l'impression que chacun avait un lien particulier avec lui. Oui, alors il devait être doté d'une mémoire phénoménale, puisqu'il connaissait le nom, le prénom, le lien de filiation entre les uns et les autres. C'est incroyable. C'est quelqu'un qui effectivement... alors si vous avez effectivement des questions, parce que il faut être en Corrèze pour comprendre ce lien si charnel qu'il peut y avoir avec Jacques Chirac, et on voit l'émotion aujourd'hui, Jean-Jacques Delpech, qu'il y a à travers tous les Corésiens qu'on peut croiser. Monsieur Delpech, oui, j'ai une question à vous poser, c'est André Berkoff. Est-ce que Jacques Chirac, c'était quelqu'un qui était surtout aimé pour lui ou pour sa politique? Vous allez me dire, on les sépare pas, mais quand même, est-ce que c'était l'homme qu'on aimait encore plus? Bon, le politique, on l'aimait aussi, mais je veux dire, est-ce que c'était l'homme qui primait? Assurément, c'est d'abord l'homme que les gens adoraient, puisqu'il était à l'écoute et au service de tous. Je peux vous dire que, en tant que conseiller général, j'ai fait remonter vers lui pas mal de doléances ou de demandes. Même si toutes n'aboutissaient pas, il y avait toujours un retour. Oui. Et on avait plaisir à le voir en Corrèze tous les mois de janvier lorsqu'il venait aux vœux. Et là, il était doublement chez lui et il se lâchait. Et on a eu des anecdotes croustillantes. Allez, racontez-nous une anecdote croustillante. Bien. Alors, en Corrèze, ce n'est un secret pour personne. Il n'a pas toujours aimé tous les maires de Brive. Et un jour que l'un d'eux, sans doute venant des sports d'hiver, était joliment bronzé. Et il lui a dit, mais comment fais-tu pour avoir une mine aussi resplendissante? Et c'est le sénateur Georges Mouly qui posait cette question. Et Jacques Chirac, qui arrivait, qui était un peu au-dessus des autres, ne serait-ce que par la taille, répond à Georges Mouly, écoute, lui, c'est pas difficile, pourvu qu'il se regarde dans une glace, ça suffit. c'est du Chirac millésimé, ça. Oui. Ah, tout à fait, oui. Oui. Merci en tout cas, monsieur Delpech, et merci à vous aussi, Christine Bouillot. Je rappelle que vous êtes la correspondante de Sud Radio en direct du conseil départemental de la Corrèze, où on continue à suivre en tout cas cet hommage à Jacques Chirac. L'édition spéciale se poursuit en tout cas avec André Berkoff et son invité Michel Vinocq. Michel Vinocq, en fait, qu'est-ce qui aujourd'hui, où nous sommes aujourd'hui, effectivement, sous la présidence d'Emmanuel Macron, avant lui donc Hollande, avant lui Sarkozy, et avant Sarkozy, Jacques Chirac. Est-ce que vous pensez que du point de vue dont vous parliez au début de l'émission, Michel Vinocq, est-ce que la vision présidentielle, est-ce qu'elle a basculé, je ne dis pas péjorativement ou pas, est-ce qu'elle a changé en tout cas après Chirac? Oui, je le crois. D'abord, pour des raisons institutionnelles, car la naissance, le vote du quinquennat a beaucoup changé, n'est-ce pas? Voulu par lui, voulu par Chirac. Oui, oui. Et du reste, il n'a fait que 5 ans de mandat. Son deuxième mandat n'a duré que 5 ans. Alors, pourquoi avait-on fait cela? Pour éviter les cohabitations. Cohabitations qui étaient des périodes quand même extrêmement troubles, ambiguës et peu engageantes. Donc le quinquennat, oui, mais le quinquennat fait que, comme l'élection présidentielle se produit à peu près toujours avec les élections législatives, le président de la République devient le véritable président du gouvernement. Il y a une confusion totale. Les législatives et l'exécutif se confondent. Voilà, elles se confondent, et du coup, le recul que pouvait donner le septennat à un président par rapport à son Premier ministre qui lui dépendait des législatives de 5 ans, ce recul n'est plus possible. Donc ça, c'est une première raison, je crois, qui est très, très importante. Ensuite, évidemment, il y a
toute la chaîne des événements qui se sont succédés, la crise financière économique de 2008, le terrible problème du chômage qu'aucun gouvernement n'arrivait à faire baisser, enfin bref, tout cela, d'ailleurs quand on voit... Le terrorisme aussi, les attentats, etc. J'allais y venir. Donc tout cela a changé les choses. Et le président aujourd'hui a perdu un peu, si vous voulez, son caractère un peu sacré. C'est vrai aussi que certains d'entre eux ont fait tout pour cela. On l'a dit à propos J'aime beaucoup vos litotes, mon cher Michel Vinocq. Et oui, parce que il y a quand même dans ce rôle, dans cette fonction, un impératif. Il faut garder une certaine hauteur. Et curieusement, Chirac, qui était si près des gens, eh bien, il avait quand même le sens de la hauteur de sa fonction. Donc, les choses ont changé après lui. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment. Je suis frappé par un mot qu'on n'a pas rappelé tout à l'heure. On n'a pas pu épuiser la question. Était-il de gauche? Alors, oui, le mot. C'est le mot de Tulle, je crois, en Corrèze, en 1911, quand il déclare à un an de la présidentielle qu'il allait voter Hollande. Oui. Ça, c'est quand même extraordinaire. Il l'a dit publiquement, absolument. Et qui montre le caractère un peu imprévisible, n'est-ce pas, de sa personnalité. Et presque ingérable, pourrait-on dire. Michel Vinocq, restez avec nous, en tout cas sur Sud Radio. Nous sommes toujours avec André Berkoff, édition spéciale, puisque le service solennel en la mémoire de Jacques Chirac se poursuit à l'église Saint-Sulpice de Paris. L'église Saint-Sulpice de Paris, où nous retournerons dans quelques instants retrouver notre correspondant Sud Radio, Thibaut Gauthier, en compagnie des anonymes qui sont sur le parvis de l'église, des anonymes qui sont assez touchés aussi par une absence remarquée, c'est celle de l'épouse de Jacques Chirac, Bernadette Chirac, qui finalement ne s'est pas rendue à ce service solennel. Restez avec nous sur Sud Radio, nous revenons dans quelques instants en compagnie d'André Berkoff. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Il est 13h. Parlons vrai. Les infos avec Olivier Montaigu. Bonjour à tous. Les obsèques de Jacques Chirac ont débuté en l'église de Saint-Sulpice à Paris. Son cercueil drapé de bleu, blanc, rouge est arrivé tout à l'heure après avoir traversé Paris sous les applaudissements de la foule. Il s'agit de l'ultime cérémonie d'au revoir à l'ancien chef d'État. Jacques Chirac qui devrait être inhumé dans la plus stricte intimité au cimetière du Montparnasse cet après-midi. Ce week-end déjà, un hommage populaire inédit s'est tenu aux Invalides. Près de 7000 personnes ont fait la queue sous la pluie pour signer le cahier de doléances. Les Invalides qui sont restés ouverts toute la nuit de dimanche à aujourd'hui. La fille de l'ancien gouvernant, Claude Chirac, a fait une apparition surprise hier soir. Pendant plus de 2 heures, elle a remercié les Français présents. La cérémonie en l'église de Saint-Sulpice se tient en présence d'une trentaine de chefs d'État étrangers et de la quasi-totalité de la classe politique française. On a notamment pu voir Vladimir Poutine, les époux Clinton, le premier ministre libanais, mais aussi de nombreux de ses anciens ministres, les présidents de l'Assemblée du Sénat, ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy, François Hollande ou encore Valéry Giscard d'Estaing. Seule absente, Marine Le Pen, la famille de Jacques Chirac, n'a pas souhaité sa venue. Dans le reste de l'actualité, l'usine Lubrizol de Rouen restera fermée tant qu'on n'aura pas compris pourquoi il y a eu un incendie important. Ce sont les mots ce matin de la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne. Le site Seveso, hautement sensible, a été dévasté par une explosion spectaculaire la semaine dernière. Sur l'inquiétude de la population, la ministre s'est voulue rassurante. La qualité de l'air est aujourd'hui revenue à la normale. Par précaution, 112 communes restent visées par une interdiction de vente de produits agricoles comme le lait, les œufs ou le miel. La centrale nucléaire de Fessenheim sera définitivement fermée fin juin 2020. C'est ce qu'annonce EDF. Le premier réacteur cessera de fonctionner dès le mois de février. Fessenheim est la plus vieille centrale encore en activité dans l'Hexagone. Et puis la Coupe du Monde de rugby au Japon. 12 changements dans le 15 de France qui affrontera les États-Unis mercredi matin, avec notamment une nouvelle charnière, Maxime Machneau et Camille Lopez. À suivre en ce moment une rencontre du groupe A, Écosse-Samoa. Bon après-midi à tous. Merci Olivier Montaigu. La météo Sud Radio. Et alors que nous poursuivons l'édition spéciale sur Sud Radio pour suivre l'hommage à Jacques Chirac, on fait un dernier point sur la météo avec vous, Rémi André, où le temps est plutôt calme.
Une petite poussée anticyclonique calme un peu les intempéries aujourd'hui, mais il ne s'agit que d'une accalmie passagère puisque dès ce soir un nouveau front gagnera tout le nord-ouest. En attendant, le ciel retrouve le soleil sur la moitié sud, soleil de plus en plus présent dans l'après-midi des Pyrénées jusqu'à la Méditerranée et du Lyonnais à la Provence. Il fera également de belles apparitions sur la moitié nord avant que les nuages ne reviennent en force dans l'après-midi et la soirée par la Bretagne et la Normandie. Quant aux températures, on verra encore une bonne différence cet après-midi entre Rouen et Paris où il ne fera pas plus de 19 à 20 degrés, alors que de Toulouse à Nîmes, on sera plutôt entre 26 et 28 degrés. Demain sera nettement plus perturbé avec ce front pluvieux traversant tout le pays, suivi de nombreuses averses. Merci à vous Rémi André. Sud Radio, édition spéciale. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les sanglots longs des violons de l'automne blesse mon cœur d'une langueur monotone. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et pendant que, à l'église Saint-Sulpice, des chefs d'État, des Chiraciens du monde entier rendent hommage à l'ancien président de la République, nous attendons les auditeurs. De quoi Chirac est-il le nom? Qu'est-ce qu'il évoque pour eux? Qu'est-ce qu'ils en pensent? On vous attend sur Sud Radio. Et au 0826 300 300, vous êtes nombreux d'ailleurs à suivre la cérémonie d'hommage, notamment à la radio ou alors à la télévision ou même sur place. Dans quelques instants, on retrouvera Sonia qui nous appelle au standard de Sud Radio, qui nous donnera son ressenti. Mais auparavant, on retrouve notre correspondant Sud Radio, Thibaut Gauthier, qui est depuis le parvis de l'église Saint-Sulpice. Oui, et bien un moment important tout à l'heure lorsque Bernadette Chirac a été annoncée absente par Monseigneur Petit au début de son homélie, un bruit de stupeur sur la place Saint-Sulpice, puis des applaudissements nourris après cette annonce. Tous écoutent l'homélie de Monseigneur Petit, des gens croyants, d'autres non, mais qui voulaient être présents ici ce matin sous le soleil de la place Saint-Sulpice et suivre sur 2 écrans géants de chaque côté du parvis avec les haut-parleurs cette messe à l'intérieur de l'église. Vous demandiez ce que pensaient les auditeurs de Jacques Chirac. On nous parle ici surtout de l'homme, comme c'est le cas depuis 4 jours. Tout le monde nous dit que c'était un homme particulièrement émouvant, particulièrement attachant. On ne parle pas vraiment de politique. Alors la place n'a pas fait le plein, mais on peut le dire ici, il n'y a pas forcément de la tristesse, il y a surtout de l'émotion. C'est ça qu'on ressent. Tous les gens avec qui j'ai pu discuter le disent. C'est un moment d'histoire aujourd'hui avec tous ces chefs d'État présents pour venir rendre un dernier hommage à Jacques Chirac. Et un profond recueillement, en tout cas chez les anonymes qui sont juste devant l'église Saint-Sulpice où vous vous trouvez. Merci à vous, Thibaut Gauthier. Je le rappelle, vous êtes le correspondant Sud Radio en direct juste devant l'église Saint-Sulpice à Paris où se poursuit l'hommage. 0826 300 300, l'édition spéciale avec André Berkov se poursuit et tout de suite on retrouve Sonia qui nous appelle et qui suit elle-même depuis chez elle, cette cérémonie d'hommage. Oui, bonjour Sonia. Oui, bonjour. Alors, vous, Jacques Chirac, aujourd'hui, cela vous évoque qui, quoi? Moi, j'ai 55 ans, donc voilà, il a fait partie de ma vie. Pour moi, aujourd'hui, le mot qui me vient en tête, c'est la nostalgie. La nostalgie. Oui, la nostalgie. Pourquoi la nostalgie? C'est un temps que vous estimez disparu? Oui, un peu. C'est une France qui a un peu disparu. C'était un homme plein d'empathie, de sympathie vis-à-vis des gens. Il aimait profondément les gens, réellement. Après, au point de vue politique, je suis pas une férue de politique, donc je pourrais pas rentrer dans le sujet en la matière. À mon avis, il a fait comme beaucoup d'hommes politiques, des choses bien, des choses moins bien. On se rappelle de son nom à la guerre en Irak, et ça, c'était un grand moment, et grâce à lui, on a échappé à ça. Après, je peux pas rentrer dans le détail de ce qu'il a fait politiquement, mais voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui était proche des gens, vous aimiez l'homme, vous aimiez l'homme, l'humanité qu'il dégageait, quelque part. Voilà, j'aimais l'homme, et on voyait que c'était profondément sa nature, qui ne se portait pas. C'est surtout ça que je retiens de lui. Et ça a bercé pas mal d'années. Merci Sonia. Et vous n'êtes pas la seule, visiblement, à voir les files d'attente hier, justement, et de gens qui voulaient rendre hommage à Jacques Chirac, et un peu partout, d'ailleurs, en France, il faut le dire. Il y a une forme de nostalgie, en même temps de sympathie, d'ailleurs, pour beaucoup de Français qui trouvaient en Jacques Chirac, qui soient d'accord ou pas avec lui, d'ailleurs, l'image d'un président sympathique et attachant. Au 08
0826 300 300 sur Sud Radio. Vous prenez la parole et tout de suite on retrouve Jacques. Justement, vous vouliez revenir sur ce que représentait Jacques Chirac vous-même? Oui, bonjour Jacques. Oui, bonjour à tous vos invités. Moi, ce qui concerne les obsèques du président, je suis un peu gêné d'en parler parce qu'elles doivent d'abord, pour moi, appartenir à la famille et au respect qu'on lui doit, non seulement à sa dépouille, mais à la famille. Ça relève de chacun. Hein. Moi, je préfère parler de son action en général. Et alors, que pensez-vous de son action en général? Maintenant, on a le recul, depuis quelques années. Oui, alors son action, mais je retiens surtout ce qui était visible et perceptible. Pas tellement des choses très, très, très politiques qui ne se voient pas. J'ai retenu surtout, comme beaucoup de gens, la possibilité de dire non aux Américains quand ils ont déclaré la guerre à l'Irak sous de faux prétextes parce que les armes de destruction massive n'étaient pas là. Oui, et c'était une très très grosse ficelle. Donc même la personne non politisée s'est rendue compte à ce moment-là que c'était pas vrai, que c'était voilà. Et d'ailleurs à ce sujet, il faut retenir que les Américains, nous ont punis pour ne pas les avoir suivis dans cette mauvaise aventure. C'est-à-dire que le porte-avions Charles de Gaulle, qui avait besoin de réparer des catapultes qui propulsent nos avions de chasse, comme ces catapultes étaient américaines, ils nous ont privés de la livraison de pièces détachées. Voilà, il y a eu des sanctions. Des mesures de rétorsion, effectivement, Jacques, vous faites bien de vous en souvenir. D'ailleurs, on se souvient tous d'ailleurs de ces moments de tension. André Berkoff, vous rappelez le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, qui avait traité la France de vieux pays. C'était la vieille Europe, la France et l'Allemagne. C'est allé très très loin, puisque, rappelez-vous aussi, que les frites, ça s'appelle en américain les French fries, et ils avaient débaptisé les fries, c'était les Freedom Fries, et tellement ils en voulaient. Mais enfin, ça c'est du passé. Grand moment de tension sous en tout cas le mandat de Jacques Chirac à la présidence de la République entre la France et les États-Unis. Ça a valu d'ailleurs la sympathie de beaucoup de Français pour Jacques Chirac, que ce soit des Français de gauche ou alors même d'extrême droite qui lui reconnaissent en tout cas ceci. 0826 300 300 sur Sud Radio. On retrouve Herriot. Bonjour à vous, Herriot. Oui, bonjour. Oui, par rapport à tout ce qui a déjà été dit, je voulais dire que la population française voulait rendre un hommage à un homme qui a été respectueux des Français. Donc ils ont voulu faire la démonstration et dans ces moments-là, respecter l'homme et lui rendre un bel hommage avec tout le défilé qu'il y a eu pendant tout le week-end sur sa dépouille. Oui, tout à fait. Non, mais ce que vous dites, c'est l'hommage des Français était là. Et encore une fois, quel que soit ce qu'on pense de l'action de Jacques Chirac, incontestablement, et on le voit sur Sud Radio, on le voit partout, il y a l'élément sympathie, l'élément, je dirais, empathie envers cet homme. Michel Vinocq, une question. On va pas faire de prédiction, mais l'historien du 22e siècle, ou allez, de la fin du 21e siècle, le chapitre Chirac sera long, petit, dans l'histoire de France, dans le manuel d'histoire de France. Il sera important ou pas? Je suis bien incapable de vous répondre, mais enfin, n'oublions pas qu'il a quand même été à la tête de l'État pendant 12 ans. Sans parler du reste, 40 ans de vie politique, 12 ans, ministre, etc. Donc il est indiscutable que cette séquence chronologique sera mémorisée, il n'y a pas de doute. Et est-ce que vous pensez qu'un président de la République doit passer par l'élection, doit passer par le circuit habituel? On sait qu'aujourd'hui, il y a un président qui ne l'est pas, mais ce n'est pas pour critiquer, c'est pour savoir si au fond, en France, pour ne parler que de la France, l'exercice du pouvoir est indispensable d'avoir été précédé par l'exercice de la politique au sens, je veux dire, proximité du terme. Au sens politicien. Au sens
Oh, pas spécialement. Est-ce qu'il ne faut pas avoir été député? Il ne faut pas avoir été maire, etc., etc. Le parcours du combattant. Oui. Non, pas forcément, parce que après tout, si nous nous référons au fondateur de la République, de la Ve République, Charles de Gaulle, il n'est jamais passé par les élections municipales, régionales, enfin, ça c'est vrai. C'était de Gaulle de 40. Ah, mais, oui, mais non, mais c'est pour vous répondre. Il peut y avoir des exceptions. Oui, la norme, c'est que c'est un parcours du combattant. On commence par les municipales, etc. Et Jacques Chirac a suivi ce parcours du combattant admirablement. Certes. Mais après tout, il n'y a pas de normes imposées. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que nous n'avons pas d'auditeurs pour le moment? Si, au 0826 300 300. Tout de suite, on va refaire un tour au standard de Sud Radio. Je vous rappelle d'ailleurs que l'hommage se poursuit à l'église Saint-Sulpice à Paris. C'est pas en la cathédrale Notre-Dame, évidemment, pour des raisons que vous imaginez. Tout de suite, on retrouve Régis qui nous appelle au 0826 300 300 depuis l'Aveyron et qui voudrait reparler, du nom de Chirac dans les musées. Oui, bonjour Régis. Oui, écoutez, moi je considère que quand le temps va passer, qu'on aura oublié la présidence de Jacques Chirac, dont le bilan peut être critiqué ou peut-être louangé, on se souviendra de lui par le musée extraordinaire qu'il a créé au Quai Branly. Exact, le musée des arts premiers. Il me semble être quelque chose de formidable, qui donne de la France une image très positive et qui marque sa volonté qu'il avait de reconnaître toute la diversité culturelle du monde. C'est vrai, et Michel Vinocq l'a rappelé, c'est vrai que c'était quelqu'un qui se déguisait en rustre ou en soudard, alors qu'il n'était pas du tout, enfin il était très cultivé, qu'il adorait lire, et d'ailleurs qu'il citait les poèmes. Et puis, alors, moi aussi, personnellement, j'aime beaucoup son côté un peu, allez, je vais le dire à la radio, quand il y avait un bon dîner, non pas un dîner avec la reine d'Angleterre, mais rappelons-nous ce qu'il disait de Margaret Thatcher. Est-ce qu'elle veut mes couilles sur la table, cette ménagère, je le dis. Et puis il disait aussi, à chaque fois du repas, il disait à nos chevaux, à nos femmes et à ceux qui les montent. Aujourd'hui, il serait démoli par tous les comités féministes, là. Ce serait pas Balance ton porc, ce serait Balance Chirac. Mais enfin, c'était quelqu'un, et vous l'avez dit, qui aimait la vie. C'est ça qui est formidable. Qui aimait vraiment la vie, qui aimait le bonheur, qui aimait tout ça. Et c'est là aussi, je crois, Michel Vinocq, que certains, et beaucoup de Français ont l'impression, et ils le disent, nostalgie d'une époque révolue. Oui, on l'a déjà éprouvé quelque peu à la mort de Mitterrand. Je suis frappé du reste par la similitude de leur fin de mandat. Tous les deux, Mitterrand puis Chirac, ont terminé très mal, politiquement parlant. Leur cote de popularité s'est effondré. Et lorsque François Mitterrand est mort, dans les jours qui ont suivi, il y a eu une ferveur complètement inattendu. Et on retrouve quelque peu ce phénomène avec Jacques Chirac, car aujourd'hui la ferveur est évidente, elle est réelle, elle est sincère de la part des Français. Alors, si on fait une comparaison, on se dit pourquoi ces deux présidents ont été avant terme atteints par une maladie. Pour Mitterrand, très grave, il en est mort très vite. Et je crois qu'il y a aussi de la compassion vis-à-vis de ce président qui, en 2006, fait cette AVC qui va l'amoindrir, l'affaiblir, et on sait la suite. Donc il y a ce sentiment d'humanité que nous ressentons vers des grands de la terre qui sont aussi fragiles que nous. Alors ça, c'est une dimension, n'est-ce pas, qui explique cette ferveur. Mais ça ne suffit pas. Et dans le cas de Jacques Chirac, nos auditeurs l'ont dit, l'ont rappelé, et tout le monde le sait, c'était un homme de cœur, un homme de grande générosité et d'une sincérité
totale lorsqu'il serrait les mains, lorsqu'il faisait la bise aux dames ou lorsqu'il caressait la joue d'un enfant. C'est un homme de profonde amitié, d'affection. Et c'est pour ça qu'il restera. Merci Michel Vinocq et merci à tous ceux qui nous ont appelés. Merci à vous André Berkoff et à tous ceux qui sont intervenus au 0826 300 300. L'édition spéciale continue sur Sud Radio puisque dans quelques instants nous retrouvons Jacques Pessis pour les clés d'une vie, celle de Jacques Chirac, évidemment, à qui hommage est en train d'être rendu. Vous retrouverez des anecdotes, méconnues de Jacques Chirac. Ce sera tout de suite avec Jacques Pessis. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai.